Voilà, chers amis, merci de votre habituelle patience. Je fais passer sans les gens des détails excessifs un papier blanc où il y a écrit la mention très sèche qui suit, adresse email en franglais. Ça concerne tous ceux qui ne sont pas informés régulièrement des activités de ce séminaire et qui voudraient l'être. Ceux qui sont informés régulièrement, évidemment, abstenez-vous d'écrire quoi que ce soit. Je tends cette feuille à monsieur, en particulier, qui voulait être informé. Et je rappelle... Alors, votre adresse postale, monsieur, je vous en prie. Cela a un rapport, chers amis, avec le fait que je rappelle que c'est incroyable mais vrai. Notre métier est un peu d'enseigner, mais c'est la dernière... séance du séminaire pour cette année, vu le formatage qui nous gouverne tous et qui ne dérange pas tous les collègues apparemment. L'an prochain, la semaine prochaine, il est vrai que j'aurai encore un cours de 3e année à donner, tout de même, le 8 avril. Et puis après, jusqu'au 19 septembre, si je veux parler à des étudiants, j'en aurai pas l'occasion, dans ces murs en tout cas. Alors, ces doléances concernant la fragmentation assez loufoque de l'année universitaire, je passe aux choses sérieuses. Les étudiants, c'est la dernière fois que je le dis publiquement, qui veulent faire valider ce séminaire sont censés, après m'avoir signalé leur existence et le thème de leur recherche, déposer un mémoire ou mini-mémoire plutôt d'une quinzaine, une vingtaine de pages maximum au secrétariat au plus tard le 6 juin. Sinon, je suis accessible, évidemment par courrier électronique pour le dire en français, ou alors à mon heure de réception, les semaines ouvrables, pas les semaines de vacances, pas les semaines de surchauffe, examen et autres, de 11h à 12h le vendredi, si vous voulez me dire un dernier mot tardif au sujet de ces célèbres mini-mémoires dont on parle depuis la reprise. Je passe aux choses sérieuses, en rappelant que je suis disponible quelques minutes à la fin de cette séance également si vous manquez un élément évidemment plutôt administratif qu'autre chose vu l'ambiance. Les choses sérieuses, c'est qu'on a le bonheur, je ne vais pas la lui faire aussi chaleureuse qu'il y a un mois, sinon il rougirait une deuxième fois. On a le bonheur une deuxième fois cette année et une 3e ou 4e fois dans le cadre du séminaire, d'accueillir André Tauzel, qui est chez lui, qui a enseigné ici, qui est professeur émérite à l'Université de Nice, qui, je l'ai dit déjà il y a quelques semaines, et je le répète, après une monumentale thèse sur Spinoza qui a donné lieu à beaucoup de publications, a consacré ensuite beaucoup, pour ne pas dire l'essentiel de ses recherches, à l'étude du marxisme le plus vivant, le plus actuel, et puis du marxisme dans le texte également. Ce séminaire s'appelle encore une fois Marx au XXIe siècle, l'esprit et la lettre. Je cherche péniblement une liste de ces ouvrages qui va bien arriver, et qui est au début. Je rappelle que les plus récents sont la présentation, la préface, la traduction au moins partiellement, même si M. Labrasca a beaucoup fait pour cette traduction, aux essais de Labriola. C'est de ça qu'il a parlé, André Tauzel, il y a quelques semaines, ici même. Des ouvrages totalement personnels, Civilisation, culture, conflit et du retour du religieux, tous deux parus chez Quimet, qui s'appelle dans l'ordre inverse, c'est le sous-titre, Scénario de la mondialisation culturelle 1, du retour du religieux, Scénario de la mondialisation culturelle 2, Civilisation, culture, conflit. Je me dis que j'avais tort de... Bon, quand même, il faut que les gens qui ne t'ont pas lu te lisent. Tu veux pas me dire où est là? Allez, tu veux qu'on cite Un monde en abîme, une foule de textes, de livres sur Spinoza, voilà, et j'y arrive enfin, Marx en italique évidemment, c'est-à-dire le marxisme italien, il est ici en vrai, du matérialisme de Spinoza, démocratie et libéralisme, penser l'histoire, Karl Marx, tu voulais que je cite, et je le fais donc une 3e fois,
Un monde en abîme, qui est un de ces condensés de tes recherches sur ce qu'on appelle partout sauf en France la globalisation et la place que la réflexion fondée sur le marxisme peut trouver dans ce monde en mutation. Après ces longs préliminaires d'où j'ai retiré émotion, remerciements émus et bonheur d'avoir cet homme-là pour invité et ami, je passe la parole à André. Le titre, c'est mon dernier mot, était le suivant, et il sera donc toujours le suivant: affect et insoumission, entre parenthèses, de l'indignation, de la colère et de la haine. Affect et insoumission, donc, à l'époque de la soumission réelle. Merci, je suis très heureux de pouvoir aujourd'hui vous entretenir donc, de ces sujets qui me tiennent à cœur et qui tiennent à cœur à beaucoup. Vous verrez que je ne suivrai pas tout à fait le titre, mais je partirai de lui. Il y a aujourd'hui beaucoup de raisons d'être en colère, je ne vais pas les énoncer, parce qu'elles tiennent toutes dans un programme politique qui a été réalisé et qui n'est pas une simple promesse, mais qui est une pratique très dure, et qui est effectivement ce que l'on peut appeler donc, la force de frappe du capitalisme mondialisé, du néo-capitalisme, du néolibéralisme étant et surtout la doctrine qui l'a accompagné et qui, en quelque sorte, qui a eu aujourd'hui une conception du monde dominante qui peut-être arrive à un état de crise dont nous aurons à reparler. Je ne suivrai pas tout à fait ce titre parce qu'après quelques considérations sur les passions tristes, et la référence ici va directement à Spinoza, j'essaierai de montrer comment ces passions peuvent aujourd'hui se nouer sous des formes différentes dans les conflits fondamentaux de notre époque. Et je dirai deux mots sur, non pas le conflit des conflits, mais sur la tension entre deux conflits, le conflit social et le conflit identitaire, les conflits sociaux et les conflits identitaires. J'essaierai de faire une typologie qui ouvrira plutôt la discussion qu'elle ne la clôturera. Première remarque, donc, des raisons nombreuses que nous avons d'être en colère. On peut remonter à une brève représentation de ce qu'a été l'ira des latins, et tumos des grecs, la colère qui en grec vient du cœur, et qui est aussi pour elle le courage. Je voudrais donc évoquer rapidement trois positions, non pas pour faire de l'histoire de la philosophie, mais pour situer le problème. Comment la philosophie se situe-t-elle par rapport à la colère? Si nous regardons donc les penseurs antiques, surtout donc Platon et Aristote et plus tard Sénèque, les stoïciens romains, nous avons donc une attitude qui va d'une compréhension mitigée de la colère à une condamnation philosophique radicale. Le plus intéressant ensuite, parmi les modernes, c'est Spinoza, dont la position est extrêmement complexe, puisque, après avoir dit que la colère fait partie des passions tristes au nombre desquelles il faut ranger le ressentiment, la vengeance et surtout la haine, qui a pour horizon la destruction de l'autre comme ennemi, est obligé, lorsqu'il passe sur le plan de l'analyse politique, par le biais de l'indignation, d'avoir une attitude beaucoup moins drastique. Si la colère est mauvaise sur le plan donc, de la relation ou de la vérité éthique, en politique, on ne peut pas faire l'impasse sur la colère. Deux mots, si vous voulez, de situation, mais ça n'est pas l'essentiel de mon exposé, c'est simplement ce qui m'a conduit à retrouver la question du conflit, parce que ces conflits, bien entendu, sont animés par des colères, c'est-à-dire par des protestations contre des formes de vie, des formes de pensée qui sont jugées par les individus comme attentatoires à leur puissance d'agir, à leur puissance de penser, à leur expansion propre, à leur dignité et à leur liberté. Eh bien, si vous regardez la pensée antique, vous vous rendez compte que la colère, ce thumos, cette passion kybotique, et je choisis ici un livre que je vous recommande, bien que je n'en partage pas toutes les analyses, c'est le livre de Peter Sloterdijk, qui est un essayiste, philosophe, comment dirais-je, un peu Zizek, je ne dirais pas de droite, ce qui ne veut rien dire, enfin, un penseur qui se veut libre et qui quelquefois dit des choses pertinentes, un livre qui s'appelle Colère et temps, et qui démarque le titre de Heidegger, Être et temps. Et dans ce livre de Zizek, on trouve effectivement une analyse des passions thumotiques et des passions donc, de la colère. Alors si nous partons de la pensée antique, on se rend bien compte que la colère est une sorte d'exacerbation d'une violence qui s'ancre dans une force, dans le courage, qui est la qualité
propre qui définit le guerrier qui défend la cité et qui doit pouvoir s'irriter à juste titre contre les ennemis de la cité pour la défendre. Mais en même temps, cette colère, livrée à elle-même, perd toute raison, puisqu'au lieu de s'articuler sur la raison, sur le nous, d'être limité et commandé par lui, le but hégémonique, la colère peut se livrer à elle-même, et on ne peut pas penser ici à ce que la colère joue comme rôle dans la littérature grecque. L'Iliade d'Homère commence par « je vais chanter la colère du héros ». C'est donc le chant de la colère d'Achille. On ne peut pas donc ne pas tenir compte de cette ambiguïté de la colère qui, si elle n'est pas soumise au logos, peut servir effectivement la partie reproductive, la partie la moins haute dans la hiérarchie des facultés humaines et se mettre au service donc de ce qui n'est pas donc la valeur, le bien, les principes de la cité qui par conséquent peut se déchaîner en violence irréfléchie, en violence déraisonnée, comme on trouve donc des exemples dans la mythologie antique. Alors donc, difficulté, si vous voulez, ici, pour les penseurs grecs, à situer donc la colère, puisqu'elle est située dans cet entre deux, et en quelque sorte, la nécessité d'affronter une colère qui peut avoir des raisons, une juste colère, et qui par conséquent, un peu comme le principe espérance de Ernst Bloch, est peut-être donc une colère raisonnée ou raisonnable, ou alors une colère qui effectivement, comme le disent très vite les penseurs anciens, et surtout les tragiques, devient en quelque sorte, lorsqu'elle est poussée à son extrémité, une espèce de folie, douce ou pas douce, qui peut amener à la destruction ou à l'autodestruction. Il n'est pas inintéressant donc de faire ces considérations anthropologiques et de montrer comment donc le corps social considéré de manière molaire, on dirait, de l'ensemble, ne peut pas ne pas vivre sans effectivement avoir prise sur ces réseaux moléculaires de passion. Et aujourd'hui, il est extrêmement intéressant, je crois, d'analyser ce qui se passe au niveau d'ensemble en projetant cela dans les réseaux d'analyse des passions moléculaires. Il y a donc une espèce de surdétermination et d'indétermination de la colère, selon qu'elle penche d'un côté ou qu'elle penche de l'autre dans la représentation. Même attitude chez Aristote, et je passe, puisque Aristote donc, fait le même genre de considération équilibrée, il y a une juste colère qui peut en quelque sorte perdre ses raisons lorsqu'elle perd la raison d'elle-même. Et en ce sens, il y a une déraison de la colère. L'auteur le plus radical, celui qui annonce Spinoza, c'est Sénèque. C'est un texte bien classique, c'est le De Ira, qui est un texte de jeunesse de Sénèque, et vous trouvez dans ce texte, bien entendu, il peut toujours paraître, comme tous les textes un peu de ces moralistes latins, un peu, comment dirais-je, rhétorique, convenu, mais qui néanmoins est extrêmement intéressant, parce que c'est bien lui qui veut dire que la colère est une douce folie. Hein. C'est une douce folie qui peut devenir une folie véritable. Elle est exaltation, elle se façonne le ressentiment, elle brûle du désir humain de combattre et de combattre jusqu'à la mort. Et Sénèque, qui analyse la nature humaine, dit que précisément par cette indifférence à ses raisons, la colère peut être en conflit contre la nature. Elle est contre la nature si la nature s'identifie à la raison. Alors donc la question se pose de savoir comment comprendre cette nature humaine qui se divise en nature vraie, rationnelle, et une nature qui est aussi vraie mais qui ne l'est pas au même sens, et qui est contre nature, une nature déviée. Donc cette rhétorique du De Ira de Sénèque est intéressante parce que Sénèque affirme que toutes les raisons pour lesquelles nous pourrions nous mettre en colère, si elles sont justifiables par la raison, n'ont pas besoin de recourir à la colère. Il suffit donc que le sage fasse appel à la force de l'État, à la raison de l'État, et recourt aux procédures judiciaires qui ont pu provoquer sa juste colère. Donc la colère ne peut pas être, de ce point de vue, un moteur de l'âme, puisque tout doit être transféré, en quelque sorte, sur le plan des lois. Donc, et ce qui est le plus important dans cette analyse, c'est que la colère est surtout analysée, ça c'est la pointe fine de l'analyse de Sénèque dans le De Ira, c'est que ce qui la caractérise en propre, c'est là où effectivement elle va être critiquée, c'est qu'elle est un jugement, avant d'être l'éclat de colère, la manifestation d'une violence contre celui qui est un ennemi ou jugé tel, la colère est un jugement spontané et irréfléchi. Et c'est précisément sur la spontanéité et l'irréflexion de ce jugement que Sénèque intervient pour dire que, précisément, il y a là quelque chose de tyrannique
dans la colère, le jugement irréfléchi, et il y a une comparaison avec le tyran qui me paraît tout à fait intéressante. La colère comme tyran de l'âme, le tyran lui-même comme celui qui vit, qui entretient la colère, puisqu'il y a une réversion politique d'une passion anthropologique, et les exemples viennent à l'esprit, puisque Sénèque a été lui-même victime de la colère de Néron qui l'a obligé à se suicider. Il savait de quoi il parlait. C'est donc un vice qui, en quelque sorte, abandonne toute la puissance du désir au désir de vengeance contre l'être qui l'offense. Elle considère ce consentement de l'âme à cette pulsion qui est le problème philosophique que le sage doit éviter. Voilà pourquoi, donc, d'une certaine manière, le bien fondé de la colère est toujours relativisé, puisqu'on peut toujours recourir à une autre instance. Donc, vous voyez donc deux positions, une position mixte, une position de négation et de critique totale. Il y a, avant d'en arriver à Spinoza, un point que je voudrais évoquer ici, c'est qu'effectivement, donc, dans l'histoire humaine, la colère a joué un très grand rôle dans tout ce qui a eu lieu en matière d'insoumission, de révolte, de rébellion, et que la justification la plus profonde de la colère, on ne la trouve quand même pas dans les textes philosophiques, on la trouve dans les textes théologiques. C'est dans la Bible que l'on trouve effectivement, même si c'est un Dieu résiduel, cette colère qui est le Dieu d'Israël, qui est un Dieu jaloux, est un Dieu donc qui doit être capable de se mettre en colère. Il s'irritera devant les ennemis d'Israël et il les détruira. Il s'irritera aussi devant ses propres fidèles si ceux-ci ne suivent pas ses préceptes et ses lois. Et par conséquent, de ce point de vue, la colère de Dieu est un des grands thèmes qui, d'une certaine manière, a toujours pu animer, qui a été réactivé, par exemple, par des mouvements hérétiques qui contestaient les autorités religieuses établies et qui faisaient valoir que ces autorités impies rentraient dans le jugement de Dieu et qu'à la fin des temps, elles seraient foudroyées par la colère divine. Cette colère théologique que l'on trouve dans les écrits, surtout juifs plus que chrétiens, se manifeste sous des formes extraordinairement violentes. Il n'y a qu'à lire un psaume, le psaume 139, « Si tu voulais, ô Dieu, tuer l'impie, homme de sang, éloignez-vous de moi, ils tiennent pour rien tes prières, Yahvé, et en haine ceux qui te méprisent, ceux qui se dressent contre toi. Moi, je les hais d'une haine parfaite. Je les hais d'une haine parfaite. » Extraordinaire texte que vous trouvez dans le psaume 139. Bon. Donc, ce qui veut dire au fond que les mouvements sociaux, et si l'on considère avec Ernst Bloch qu'il y a dans les psaumes, qu'il y a donc dans la dimension prophétique, puisque les prophètes se mettent en colère contre l'impiété du peuple et l'impiété des ennemis d'Israël, il y a, si vous voulez, dans la colère, une puissance de mobilisation collective extraordinaire. Et en ce sens, c'est une passion collective très forte, puisqu'on va attendre le dies irae, le jour de colère, et que dans ces révoltes inspirées par la passion religieuse, par le théologico-politique, on attend toujours un jugement où Dieu décernera les siens et n'aura pas la main légère contre ceux qui ont été ses ennemis. Donc, de ce point de vue, il y a bien une justification de l'insurrection motivée par une sainte colère, une colère juste et une colère pieuse, et la colère devient une force historique potentielle. La question que je voudrais poser avant de passer à Spinoza, c'est la suivante. Il est bien évident que dans tous les mouvements populaires qui ont traversé le Moyen-Âge, à l'intérieur du christianisme qui, lui, ne peut pas avoir la même attitude à l'égard de la colère, puisque la colère de Dieu est réservée à la fin des temps. Il est ciré que les moments de colère dans le Christ sont assez limités, parce qu'il chasse les marchands du temple, et en tous les cas, ils ne vont pas jusqu'à invoquer la mort. Comme avec la violence des psaumes, c'est une religion d'amour. Tous les mouvements donc, populaires du Moyen-Âge ont été des mouvements où il y a eu ce recours à la colère divine pour que Dieu venge le sort fait aux pauvres, aux défavorisés, aux malheureux, et que les puissants soient en quelque sorte détrônés, que d'une certaine manière il y ait une inversion de la situation qui se passe, qui les soutient et qui soit une sorte de remise en ordre des choses. Par conséquent, la colère, alors, grâce précisément au mouvement populaire, surtout lorsqu'on la voit se manifester dans les mouvements religieux, parce qu'on n'a pas beaucoup de traces de mouvements populaires antiques, grecs ou romains, où la colère apparaît comme une force motrice historique. Il faut peut-être recourir aux tragédies, mais les tragédies ne sont pas essentiellement liées à des mouvements de révolte populaire. Si bien dans le cadre de l'histoire des hérésies religieuses, qui deviennent ensuite des mouvements populaires comme au
XVIIe siècle les mouvements des niveleurs et des leveleurs qui ne se justifient que dans un langage théologique, que l'on voit revenir cette force de la colère. Alors, la colère constitue comme une espèce de capital. C'est une expression que j'emprunte ici à Sloterdijk, qui dit qu'il y a un capital thymotique, un capital de colère que ces mouvements donc produisent, qui s'engendrent d'une situation devenue intolérable, et l'histoire ne peut pas faire abstraction de ce capital de colère, de ces investissements de ce capital et de la gestion de ce capital. Et une autre remarque est intéressante aussi, c'est que la gestion de ce capital n'est jamais uniquement déléguée à ceux qui sont en colère, qui ont des raisons justes ou moins justes de se mettre en colère. La gestion de ce capital est toujours en quelque sorte ou appropriée, ou dite, ou effectuée par les élites, par ceux qui sont quand même en situation donc de dire ce qui ne va pas, de dire le juste et l'injuste, et qui en quelque sorte sont la voix de Dieu, du Dieu de colère qui doit punir ceux qui sont en violence à l'égard de l'ordre divin. Et c'est donc un mal historique qui est ici amené à être réprimé par un mal qui est nécessaire et qui est violent. Donc il y a bien une philosophie de la colère et de la violence positive dans ces mouvements populaires qui attendent le jugement de Dieu et qui justifient leur insurrection à ce niveau-là, avec bien évidemment le risque que ce capital de colère soit délégué, représenté, capturé. Il y a une capture du capital de colère par les gestionnaires qui peuvent être donc les chefs religieux, les chefs politiques, les leaders. Il y a, comment dirais-je, un devenir institution de la colère, où finalement la colère se perd, se stabilise, perd ses raisons, se dénature, ce qui est une autre histoire. Donc, ceci me paraît tout à fait intéressant parce que je crois que dans les mouvements, ou le premier mouvement ouvrier, dans les mouvements populaires des révolutions anglaises et françaises, 1848 aussi, cette colère est apparue. Elle apparaît aussi dans certains textes de Walter Benjamin, et ça n'est plus une colère théologique, il n'est plus question donc du jugement de Dieu, il n'est plus question donc du dies irae, il est question donc de la colère des opprimés qui pensent, qui sont légitimés à rendre les armes, en tous les cas à s'insurger, à se mettre debout et à dire non à ce qui les opprime. Il y a donc, si vous voulez, là une colère qui a trouvé ses raisons. On parle de la foi qui cherche la raison. Saint Thomas d'Aquin, fides, queres, intellectum. Là, nous avons une ira, une colère qui a trouvé ses raisons. Queres, intellectum. Bien entendu, la colère a trouvé ses raisons, elle a formé ses raisons. Ça ne veut pas dire pour autant que la raison en tant que telle est colère. Ça, c'est un problème que je laisse ouvert pour l'instant. Ira, queres, intellectum. Est-ce que l'intellectus, lui, cherche la colère? C'est un problème que je laisse de côté. Et effectivement, Spinoza dira que l'intellectus en tant que tel ne cherche pas la colère, puisque l'homme sage, j'en arrive à ce point ici, et j'arriverai ensuite à essayer d'éclairer un petit peu les débats qui caractérisent notre situation mondiale. Chez Spinoza, vous trouvez effectivement une attitude double, parfaitement équilibrée, parfaitement pensée, qui en quelque sorte fait de Spinoza quelqu'un qui prend acte de la réalité historique, des situations d'indignation ou de haine de groupes, de classes, de nations, qui ne peuvent pas éviter la colère par la médiation de l'indignation. L'indignation est une passion fondamentale dans l'éthique et surtout dans le traité politique. Alexandre Materon, qui fut le maître à l'étude de Spinozis et qui est toujours là, l'avait montré dans des articles fameux. Chez Spinoza, on a une attitude en partie double. Le sage, dans ses relations avec les autres, ne peut pas accepter la colère. Pourquoi? Parce que la colère, c'est une passion triste. Lorsque nous nous jugeons menacés par un autre, et qui fait obstacle à nos désirs les plus élémentaires en matière de bien, en matière donc de dignité, en matière de liberté de penser, nous subissons une diminution de notre force, de notre énergie vitale, de notre désir d'agir et de penser, et nous nous insurgeons contre lui, et par conséquent, au lieu de vivre dans la joie qui implique le renforcement de la puissance de penser et d'agir, et qui implique des conditions minimales élémentaires, nous vivons donc dans l'indignation à l'égard de l'autre qui nous opprime, qui attaque notre puissance d'agir et de penser, et nous le lisons, nous le lui manifestons, et à la limite, si nous ne donnons pas satisfaction, l'horizon de la colère, c'est la haine, qui est la passion fondamentale, ou plutôt la colère est une forme de la haine, et la haine ne peut avoir pour horizon que la mort de l'autre, la destruction de l'autre.
C'est ce que vous trouvez dans le livre 3 dans la partie 3 de l'éthique, lorsqu'analysant le désir, Spinoza nous dit les deux modalités fondamentales du désir. Le désir de se conserver, c'est de se conserver dans la joie ou dans la tristesse. Eh bien, la colère, l'indignation sont des passions tristes. La vie éthique individuelle ou interindividuelle peut permettre à un sage de vivre au-delà de la colère, puisque Spinoza écrit aussi que la colère est toujours mauvaise, exactement comme la tristesse est toujours mauvaise. Mais lorsque Spinoza donc analyse le système de relations entre affects, interaffects, affectuels, très complexes, qui sont en quelque sorte le tissu affectif du corps politique, il est bien obligé de se rendre compte que ce que dit l'éthique, qui concerne donc la conduite individuelle de la vie de l'homme en relation dans la société, ne peut pas être maintenu au même niveau lorsqu'on passe à la politique. Et lecteur de Machiavel et de Hobbes, Spinoza va être obligé donc de constater que le corps politique n'est pas gouverné et formé d'hommes qui vivent selon les descriptions de la raison, d'hommes qui spontanément cherchent la coopération et ne voient pas dans l'autre l'ennemi, et ne voient pas dans l'autre une menace. Le corps politique est formé d'hommes qui ne peuvent pas ne pas à la fois se composer et s'opposer. Et que l'élément premier de la politique, c'est cet ensemble de relations de composition et d'opposition. Et que par conséquent, dans ces conditions, le lien social est un lien social qui repose à la fois sur la coopération, mais en même temps aussi sur les accidents nécessaires de la coopération, puisque celui avec qui je coopère peut vouloir quelque chose que je n'ai pas, il peut me faire obstacle à un certain moment, et il peut devenir mon ennemi, et par conséquent, on en arrive à cette idée que la colère est un facteur, et l'indignation surtout, puisque c'est l'indignation qui est le facteur moyen. Dans l'indignation, on n'en est pas encore passé à la réalisation de la colère, au passage aux armes, à l'insurrection, ou à la révolution, ou à la guerre civile. En tous les cas, Spinoza dit ceci, la vie politique ne peut pas être pensée comme étant à l'abri de l'insurrection, de la guerre civile. La socialisation se fait sur deux voies, c'est la socialisation de la coopération, mais la coopération est ainsi faite entre les hommes et par les passions, que la socialisation se fait aussi par la guerre civile. Nous nous associons, si nous sommes en colère contre le pouvoir ou les autorités qui nous menacent. Nous pouvons ensuite, une fois que nous sommes associés, nous désassocier et retourner notre colère contre nous-mêmes parce que nous vivons les mêmes situations de déni de la puissance d'agir et de juger. Et nous arrivons à cette idée assez extraordinaire, qui est vraiment l'apport de Spinoza et qui le rend très proche, je dirais d'une certaine manière, de Marx peut-être, c'est qu'effectivement, les affects négatifs, qui apparemment semblaient s'exclure les hommes les uns des autres, sont des affects qui les lient sur le mode du combat. L'indignation est un mode de liaison. Le corps social repose aussi toujours sur la potentialité d'une indignation de quelques-uns contre d'autres, et d'autres contre quelques-uns, sans que l'on puisse le faire. Alors, le vrai problème de la politique n'est pas donc de stigmatiser la colère et de laisser au sage la voie de s'enfermer dans sa propre thébaïde. Le problème de la politique, c'est de savoir comment composer, comment faire avec cette situation double, cette situation duel, où la coopération se renverse en conflit, le conflit en coopération, et on ne peut jamais rêver d'un corps politique qui serait fait de joie pure. Cette joie pure ne peut être réservée qu'à une communion de sages, un communisme des sages, qui n'est pas, non pas de ce monde, mais qui ne peut pas être réalisé dans la politique telle qu'elle est. Il faut donc se résigner, accepter le monde tel qu'il est, donc accepter le rôle fondamental de la colère dans les corps politiques. Et le traité politique analyse précisément ces formes d'indignation qui sont à l'origine des religions. Par conséquent, la guerre civile potentielle est toujours aussi un mode de socialisation. Voilà, dans la politique. Elle ne l'est pas sur le plan de l'éthique, elle est sur le plan de la politique. Et le régime intelligent, la démocratie, si elle sait travailler, doit pouvoir, en quelque sorte, ôter à la colère des raisons qui pourraient apparaître comme de justes raisons, la démobiliser, la transformer en énergie productive, mais cela, bien entendu, personne ne peut le dire a priori, on ne peut pas faire le choix de la non-violence, c'est un choix éthique qui est subjectif. La vie politique réserve une espèce de continuum où la colère, l'indignation destructrice représente le pôle maximal qui ne peut jamais être complètement éliminé, n'en déplaise aux grandes figures qui ont été Simone Veil ou autres, qui étaient des pacifistes
complètement intégrales, et pacifistes intégraux, et qui ont dû vivre des situations d'aporie. Et il n'est pas étonnant, si vous voulez, que lorsqu'on est pacifiste intégral, on rentre dans quoi? On rentre dans une casuistique. À partir de quand, jusqu'à quelle limite, on peut supporter l'insupportable. Et on en arrive à des positions qui sont paradoxales. Je dis ça parce que vous verrez que ça va avoir une importance. Je signale que, par exemple, Gandhi, que l'on présente ces derniers temps comme le modèle extraordinaire de celui qui a choisi la non-violence, Gandhi est quelqu'un qui, au fond, a fait de la non-violence non pas simplement un idéal absolu auquel il fallait subordonner ses forces, il a fait de la non-violence un moment stratégique pour construire un rapport de force, c'est-à-dire qu'il avait un esprit politique, c'était un grand politique, on ne peut pas lui en vouloir. Et il pouvait avoir donc des positions qui nous paraissent paradoxales lorsqu'il disait aux Anglais, contre lesquels il luttait, desquels il voulait se faire reconnaître, avec qui il cherchait un compromis, qu'il a obtenu à la fin, il disait aux Anglais, acceptez M. Hitler. N'ayez pas de haine contre M. Hitler, ne déchaînez pas contre lui la colère, et il exhortait les Anglais à supporter le déchaînement de la force allemande. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est des textes qui sont là et qui montrent jusqu'à quel point le pacifisme la non-violence absolue va affronter des contradictions incurables et est obligé de rentrer dans une casuistique où il passe la limite. Cette casuistique, il y a aussi des figures inverses, et puis je vais rentrer dans le vif de mon sujet après ces introductions philosophiques un peu légères, mais qui montrent que le problème vient de loin. L'exemple le plus intéressant, c'est celui d'un pasteur allemand, Dietrich Bonhoeffer, luthérien. Ce pasteur était donc un non-violent total, il avait lu Tolstoï, il va lire Gandhi, et finalement, il dira que dans une situation où la vie humaine devient impossible, l'indignation a des raisons, et que non seulement l'indignation a des raisons, mais que consentir à la non-violence serait finalement la forme pire de violence, dans la mesure où la violence qu'on affronte détruit les conditions de l'être en commun. Et ce même homme, qui ne voulait pas prendre les armes, va écrire, d'ailleurs vous trouvez ça dans une éthique qui a été traduite en italien, en France il n'y a que résistance et soumission, ce n'est pas le texte le plus intéressant, et quelques lettres qui ont été traduites, on n'a pas traduit les textes véritablement intéressants, on les trouve en Italie, en allemand bien sûr, et Dietrich Bonhoeffer disait, dans ces conditions, ce qui est terrifiant dans la colère, c'est d'en faire un principe. Moi je n'en fais pas un principe de la colère. Je suis bien obligé, dans une situation où la colère est absolument indispensable pour avoir une contre-mobilisation pour faire face à l'intolérable, je suis bien obligé, moi aussi, de me mettre en colère, de mesurer ma colère. Mais la mesure de la colère de Dietrich Bonhoeffer allait jusqu'à entrer dans un complot qui avait pour but d'assassiner Hitler. C'est-à-dire qu'il allait donc jusqu'à la violence, jusqu'à le choix politique extrême. Je rappelle cela parce que il y a un livre dont j'espère qu'il sera traduit en français, de Domenico Losurdo, sur la violence et la contre-violence, qui est très intéressant parce que lui, il sait faire cette analyse casuistique sur la colère ou pas. Alors, tout ceci pour en arriver à quoi? Pour en arriver à essayer d'étudier, c'est un long préambule, je m'en excuse, mais enfin, je voulais le faire parce que c'est un problème qui touche l'histoire de la pensée, et il y a très peu de choses philosophiquement sur la colère, finalement. Très peu de choses. Là, si vous regardez les bibliothèques sur d'autres passions, la colère n'est pas celle qui est la mieux traitée. Bon, j'ai donné quelques indications, ça devrait suffire, et j'en arrive, si vous voulez, aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, dans notre situation de mondialité, qui est une situation complètement paranoïaque et paradoxale, nous avons donc simultanément l'affirmation de l'universel marchand, l'universel informatique, l'universel même des droits politiques, l'universel éthique, l'universalisme républicain auquel nous sommes tous beaucoup attachés. Et certains ont pu penser que le support marchand et capitaliste de cet universel allait rendre possible la traduction de l'universel économique à l'universel économique et politique et juridique. Bon, on en est pour nos frais. Il n'y a pas aujourd'hui dans la mondialisation de traduction de l'universel économique à l'universel politique, parce que pour qu'il y ait une telle traduction, il faudrait d'abord que transforme l'universel économique sans une forme d'économie satisfaisant les besoins de l'homme et respectant les équilibres de la planète. Donc, la mondialisation, c'est à la fois un oxymore, puisque vous avez cette espèce d'insistance, ce pathos sur l'universel, le monde commun, la planète toute une, n'insiste pas, et en même temps, vous voyez apparaître dans ce monde faussement unifié, ou unifié de manière incomplète et contradictoire, vous voyez apparaître la radicalisation
face à cet universel abstrait et violent, vous voyez celui donc de la marchandise et de la soumission du travail et des formes d'activité sous la botte du capital. Ça, c'est ce que disait Marx, et c'est resté vrai. Il n'est pas mort de ce point de vue-là. On n'a pas les moyens de trouver en Marx ce qui nous permet de penser notre situation, mais la dynamique de l'accumulation du capital, c'est cette soumission, comment dirais-je, la loi, l'impératif catégorique du capital que l'on ne peut pas moraliser. Ceux qui pensent à une moralisation de cette machine, bon, je crois qu'ils rêvent les yeux ouverts. Bon, il y a d'une part donc cet universalisme, et d'autre part il y a la réactivité, la réaction de toutes ces populations déplacées, transformées, abaissées, bon, prises dans le maelstrom de cette machine, qui alors vont souvent, au lieu donc de s'identifier à ces idéaux universels, vont finalement s'identifier en recourant comme protection à des formes d'appartenance identitaire. Ça peut être la nation, ça peut être la classe, aujourd'hui c'est plus le cas, même ça n'a jamais été l'exemple majeur finalement, la race, l'ethnie ou la religion, ou la langue. Alors nous en arrivons donc dans une situation où nous voyons cette mondialisation qui est l'unité non synthétique, contradictoire d'un universalisme abstrait et de multiplicité agonique et qui ne convergent pas et qui se combattent. Nous voyons donc cette mondialisation être le terrain, aujourd'hui, sur lequel vont se former des conflits. Et il faut saluer, d'une certaine manière, ces conflits, parce que la période qui a précédé, où les conflits étaient étouffés, qui permettait de dire que la lutte de classe avait disparu, ont été des périodes d'affaiblissement et de déroute de la pensée comme de déroute de la volonté de vivre ensemble et commune. Nous avons donc aujourd'hui, c'est ce que je vais analyser pour terminer, si vous le permettez, les deux conflits majeurs de notre modernité, de notre ultramodernité, on l'appellera comme on voudra. Le conflit social et le conflit identitaire. Alors, je voudrais essayer de dire, mais c'est une typologie que je présente comme abstraite, à rectifier, à nuancer, parce qu'elle a une vertu heuristique, mais elle a aussi des limites et des contradictions. Je voudrais la présenter de la manière suivante. J'appellerai conflit social un conflit, disons, existentiel. Un conflit existentiel puisqu'il a pour objet, pour enjeu, les conditions de base de la vie humaine. Ce conflit social existentiel que les vieux socialistes appelaient lutte de classe, qui se manifestait sous cette forme, revendiquait fondamentalement pour chacun, eh bien quoi, trois droits, qui sont plus que des droits, qui sont des dimensions de la vie humaine. Le droit à la vie, nous sommes des vivants. Le droit au travail, et à un travail épanouissant, nous sommes des vivants qui travaillent, nous vivons en travaillant. Et le non-travail est une forme de vie qui, au lieu de libérer dans notre société des capacités, libère le contraire. Et ensuite, nous sommes des vivants qui parlent, nous parlons. Nous sommes des vivants qui parlent. Et nous sommes capables de raison, nous sommes capables de discussion raisonnable, et nous sommes capables, au fond, de juger indéfiniment ce qui est juste ou pas juste. Et on retrouve ici des choses que les penseurs grecs ont bien connues, poiesis, praxis, l'activité productive, l'activité praxique, par la cité. Or, les conflits sociaux qu'on connaît aujourd'hui, les conflits que nous avons vus depuis 1995, sont des conflits qui ne sont pas uniquement, même s'il y a des esprits identitaires, sont encore, je dirais, et heureusement, des conflits sociaux. Ce sont des conflits pour le travail, pour éviter donc que la délocalisation nous jette sur le marché du travail à l'état de soumission redoublé. Ce sont donc des conflits pour éviter la ségrégation ou l'apartheid, ce sont des conflits pour la santé, pour la retraite. Ce devraient être des conflits pour l'instauration ou la restauration d'un service public d'enseignement qui n'a jamais été aussi malmené qu'il est aujourd'hui. Ce sont donc des conflits, au fond, si vous voulez, existentiels, qui touchent les bases de la condition humaine et qui, de ce point de vue, même s'ils peuvent comprendre, ils comprennent des moments de haine et d'indignation, et ils peuvent aller jusqu'à la guerre civile. Les deux classes ont eu des moments de guerre civile, mais je vous fais remarquer que les guerres de classe ou les luttes de classe, que les violences n'ont jamais été à l'initiative de ceux qui étaient en position subalterne. En 1848, le prolétariat ouvrier n'a pas été spontanément violent, il l'a été parce qu'il y a été provoqué. Si l'on prend donc un de ceux qui font les plus peur aux non-violences, c'est Lénine. La révolution de 1917, c'est fondamentalement quelque chose qui naît dans le chaos horrible de la destruction de la Russie par la guerre, et qui naît de la volonté de paix et de pain des ouvriers paysans.
et qui par conséquent répond à cette violence folle par une violence révolutionnaire qu'on a analysée. Ce sont des conflits donc où il était d'abord question de paix et de paix. Hein, on arrive à l'essentiel. Bon, même si par ailleurs ce sont des conflits aussi qui avaient pour fonction de redonner forme à l'identité russe. Mais la forme qu'on a voulu donner à l'identité russe n'était pas dans son principe nationaliste ou nationalitaire, c'était une union des républiques socialistes. On l'oublie trop. Bon, je laisse ça de côté parce que de la réalité à ce qui s'est déplacé, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, c'est pas ça la question. En tous les cas, si vous voulez, le conflit social existentiel dont je parle maintenant a donc pour objet ces trois dimensions de l'être humain, hein, qui a été fort bien analysé par Hannah Arendt dans le livre La condition de l'homme moderne, par exemple, même si on peut discuter beaucoup d'éléments, en particulier ce qu'elle dit sur le travail. Ce sont des conflits, je dirais, dont la catégorie fondamentale, c'est le monde. Le monde. L'être en commun dans le même monde. Le partage, non pas au sens de l'appropriation privative d'une partie du monde pour soi exclusive, mais le partage de la même humanité. Il ne peut pas y avoir de partage de la même humanité s'il n'y a pas un monde commun. Et je dirais qu'aujourd'hui, la catégorie fondamentale de la pensée politique, de l'ontologie politique, qui ça a un sens, ça ne peut pas être seulement la catégorie d'humanité, c'est la catégorie de monde. Et ça, c'est Hannah Arendt qui nous l'a appris, parce qu'il y a plusieurs manières de la lire. Moi, je ne la lis pas comme Raymond Aron, moi je la lis comme d'autres ont pu la lire. C'est donc cette idée qu'il y a un monde en commun. Lorsque l'ouvrier, un employé, lutte pour améliorer sa condition et travailler, il ne lutte pas pour enlever ses conditions aux autres, il lutte pour qu'elles puissent être partagées, et l'horizon, c'est l'appropriation commune, je ne dis pas collective, ça fait peur, commune d'un même monde commun. La catégorie de monde, c'est donc la catégorie ontologique et politique fondamentale. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, ce n'est pas moi qui le dis, ça a été dit aussi par Hannah Arendt et pas bien d'autres, que la mondialisation ne mérite pas son nom. Parce qu'effectivement, en créant des universels abstraits qui unifient la planète, elle l'unifie sous un mode qui est défectif ou défectueux, puisqu'elle l'unifie en radicalisant en même temps les contraintes à la réidentification de communautés déplacées par les violences des propres processus économiques. Alors, il faut penser ici à des phénomènes qui doivent être pensés dans leur radicalité. Ce sont les phénomènes d'apartheid, mouvement de population, guerre civile avec des réfugiés par milliers. Ce sont donc les délocalisations, ces forces de travail à la recherche de travail. Donc il y a une violence propre à la mondialisation, une violence véritablement objective, et Balibardi hyper objective, il a raison de ce point de vue-là, qui en quelque sorte démondanéise l'être humain. La fameuse catégorie d'être au monde, elle est en train d'être liquidée. Et ça, c'est un des forces du capitalisme mondial. Il est en train de liquider d'une certaine manière la possibilité d'être au monde, si être au monde signifie être un vivant, travaillant et parlant, puisque ces conditions, si elles sont transcendantales, sont en train d'être altérées, profondément transformées. D'où la beauté philosophique d'un transcendantal qui est en train de disparaître, ou en tous les cas qui est attaqué. Ce qui veut dire que les transcendantaux ne sont qu'historiques. Alors, arrivons-en au conflit identitaire. Et bien évidemment, dans cette situation, privé de monde commun, n'étant pas intégré, moi j'aime pas ce mot, n'étant pas donc participant à la table, au banquet de ce monde commun, eh bien beaucoup, finalement, ne peuvent défendre que ce qui leur reste. Qu'est-ce qu'il leur reste alors? S'ils ne sont pas travaillants, s'ils ne sont pas vivants pleinement, et s'ils sont privés du droit de la parole, on a le droit de parler, mais qu'en fait-on? Les médias aujourd'hui sont une forme élégante de donner le droit à la parole et en même temps de le retirer. C'est une grande art, ça. La propagande bolchevique ou nazie, c'est vraiment, de ce point de vue, du travail d'amateur. Donc, dans ces conditions, il y a bien, si vous voulez, le retrait de beaucoup d'individus qui sont déterritorialisés, démondanéisés, vers quoi? Vers une autre dimension de l'être humain. Parce que nous ne sommes pas des êtres humains vivants, parlants, travaillant abstraits. Nous sommes, de fait, il se trouve que chacun d'entre nous naît, c'est la naissance, qu'il naît quelque part, qu'il naît sur un territoire, qu'il naît sur une terre, et que par conséquent, il va être aussi défini dans son identité. Mais vous voyez très bien qu'il faut non pas opposer les critères, mais au contraire les conjuguer, c'est ça le difficile. Il est dans une terre dans laquelle il y a une multiplicité de critères d'appartenance
qui le définissent et où chacun se compose comme il peut son identité, de serait homme ou femme. Et je ne veux pas parler de la différence générique, elle pose des problèmes de tout autre ordre. Vous êtes allemand ou français, vous êtes musulman ou catholique ou athée, vous êtes homosexuel ou hétérosexuel, et là rentrent effectivement toutes ces catégories d'appartenance qui est prise en compte. Alors, il est bien évident que dans un monde où les populations passent les frontières et où les processus de travail réduisent à l'état de coloniser de l'intérieur des masses grandissantes d'hommes, il est bien évident alors que la tentation est grande pour ces hommes démondanéisés, privés de monde, qui n'ont plus de cosmos politique, acosmique, disait Hannah Arendt, mais c'était un mot tellement juste. Hein. L'ontologie politique, c'est une cosmologie. Et c'est une cosmologie qu'il faudrait aujourd'hui élaborer. Mais si on était un peu un Kant du monde social. Ils sont donc obligés de quoi faire? Eh bien, de se réidentifier sur l'identité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'identité, cet ensemble complexe d'appartenances qui sont des produits historiques, des constructions historiques, on le sait, c'est une banalité que de le dire, vont désormais être pris comme des territoires de compensation, reterritorialisés, et on va se reterritorialiser comme français. Et finalement, toutes les négations que l'on subit, les privations que l'on subit en tant qu'être vivant, parlant, travaillant, on va en quelque sorte les maintenir, mais en les subordonnant à l'être français. Et de ce point de vue, il va y avoir un recouvrement des catégories existentielles, de la subjectivité large, hein, ce sont des catégories de la subjectivité concrète humaine, par un élément de cette subjectivité humaine concrète, qui est l'identité. Je ne dis pas l'identité, je dis que l'identité fait partie de cette dimensionnalité humaine. Mais l'identité livrée à elle-même, vous savez très bien quel est le prétexte à toutes les fétichisations, à toutes les voies de la fiction imaginaire doublée d'un symbolique, de symbolique. Et effectivement, vous pouvez avoir alors, si vous voulez, cette idée que l'être français est plus important que le fait de vivre, de travailler et de penser, de parler dans des conditions dignes de l'humanité, au point où on en est arrivé aujourd'hui. Alors vont se former ces conflits identitaires. Aujourd'hui, le monde est ravagé par ces conflits identitaires. Les conflits sociaux existentiels sont surdéterminés, se disent, ils subissent une diction identitaire où ce qu'il y a de légitime, vivre sur un sol, avoir un chez-soi, va en quelque sorte être pollué ou contaminé par le fait qu'on va ériger ce chez-soi un chez-soi exclusif. La différence va jouer. Dans un conflit social, les catégories polaires qui commandent le conflit social sont dedans, dehors. Je suis dans la société ou je suis exclu ou exploité ou dominé sous une figure d'exclusion intérieure, mais je suis dehors quelque chose ou quelque ensemble. Les conflits identitaires ne reposent pas sur la dualité ou la polarité dehors-dedans. Ils reposent sur une autre dualité et qui a un autre horizon et une autre logique. J'essaie, si vous voulez, je fais une parenthèse. Je peux pas trop parler. Je fais une parenthèse. Vous voyez très bien ici que je suis en train d'essayer de restaurer des logiques pures des conflits. La réalité concrète, elle est toujours mixte. Ce sera le vrai problème. Puis on verra qu'il y a des passages de l'un à l'autre qui sont des passages insensibles. Les conflits identitaires, les conflits religieux, ce que l'Europe a vécu dans la Yougoslavie, ce qu'on peut voir, qu'on a vu en Afrique, qu'on a vu aussi dans l'ex-Union soviétique, les conflits identitaires reposent sur l'opposition nous et eux. Alors un conflit social n'a pas pour horizon, comment dirais-je, de la part de ceux qui luttent, l'exclusion, le fait de la volonté de séjourner dehors. Au contraire, ce qui meut un conflit social, c'est le fait d'être dedans aux conditions qui rendent ce dedans habitable. Un conflit identitaire, lui, n'a pas pour horizon un monde commun à partager. Il se replie sur un monde, il se replie sur un territoire délimité, il va défendre ce territoire en disant c'est notre territoire, c'est à nous. Et tous les eux qui menacent, ou qui sont supposés menacer ce territoire, tous ces autres sont alors, si vous voulez, vécus, ressentis comme des ennemis potentiels et qui viennent nous enlever quoi? Le travail, qui nous empêche d'être libres. Et vous voyez très bien que les critères précédents sont utilisés, mais à front renversé dans une toute autre logique. Alors je dirais que c'est important aujourd'hui de bien comprendre que la double conceptualité dedans, dehors, et nous et eux, sont en quelque sorte des indicateurs faciles pour comprendre que ces conflits ont des logiques abstraites différentes. Un conflit identitaire se résout comment? Bien, en donnant à une nation
à une religion, c'est déjà plus problématique, parce qu'une religion n'est pas forcément nationale, elle est transnationale, en donnant à des différenciations, à des segments imaginaires, il y a toujours de l'imaginaire comme la race, donc des reconnaissances et des moyens. Mais vous voyez très bien que l'horizon du conflit identitaire, c'est la différence. Ce n'est pas un monde commun, c'est une pluralité de mondes différents. Et de ce point de vue, qui dit différence, dit toujours pas nécessairement ce qui serait une manière de passer de l'un à l'autre, une égalité des différents, mais une différence des différents. Il y a les différents qui sont forts, il y a les différents qui sont faibles. Nous pouvons aussi nous diviser en nous les plus forts, les vrais hommes, ceux qui comptent, qui ont du pouvoir, et puis ceux qui croient être comme nous, et nous leur faisons croire qu'ils disent que nous sommes comme eux, mais qui ont moins de force sociale que nous. C'est le langage de la politique, qui parle des Français. Alors en fait, on sait très bien que ce langage est un langage qui masque sa réalité. En tous les cas, qui dit différence ne dit pas égalité des différences, dit essentiellement différence des différences, avec la possibilité d'une polarisation de la différence en différence inférieure et en différence supérieure. Et effectivement, il n'est pas étonnant que les nationalismes, on l'a vu avec le nazisme, on l'a vu en 14 déjà, qui a été certainement le début de la catastrophe du XXe siècle. 14, tout s'est joué en 14, y compris les révolutions et leurs mauvais plis, et y compris la colonisation et son destin bâtard. Tout s'est joué en 1914. Il ne faut pas faire commencer l'histoire du siècle à 1945, à la démocratie retrouvée, etc. Il faut avoir quand même une vision relativement longue, enfin longue, moyennement longue du temps. Eh bien, alors nous en arrivons à cette idée que, d'une certaine manière, l'affirmation des différences a pour horizon la haine. Il y a une voie d'accès plus rapide à la haine par la revendication différentielle dans le conflit identitaire que dans le conflit social. Dans le conflit social, il y a un ennemi. On peut le haïr, dans la mesure où il sera haïssable. Mais dans un conflit social, il y a toujours l'idée qu'il peut y avoir une transformation qui rende le monde commun, permettant, même il doit y avoir destruction d'une certaine cristallisation, d'un certain agglomérat de classes, où ceux qui auront été pris dans ce mouvement pourront participer au monde commun. Je veux dire que ceux qui font dire que le communisme a pu fonctionner historiquement selon la distinction nous et eux, mais fondamentalement, tout le socialisme, c'est quand même cette idée que l'on peut parler avec l'autre. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le mouvement socialiste est divisé en deux, puisqu'il y a ceux qui voulaient tout de suite parler avec l'autre, et pensaient que les différences de classe pouvaient être composées, Jaurès, le réformisme, intégré, et puis ceux qui pensaient que ça serait un peu plus compliqué, qu'il fallait probablement accepter une dose de haine et de violence supplémentaire, parce que ceux d'entre nous qui sont eux n'accepteraient pas les choses si facilement. Bon, laissons ça de côté parce que ça nous mènerait dans des analyses différenciées que je ne fais pas. On en arrive donc à l'idée suivante, que ces deux conflits ont donc deux référents différents. L'un s'adresse à une conception élargie de la subjectivité à ses conditions de base, l'autre s'occupe d'un segment différencié de cette subjectivité qui est l'identité et qui, bien entendu, oublie, méconnaît que l'identité est un processus multiple et contradictoire, puisque tous les critères que j'ai énoncés qui fabriquent une identité, la nationalité, la région, Corse, Basque, le sexe, je laisse de côté, ça me pose trop de problèmes. Pour l'instant, c'est un conflit spécifique qui ne rentre pas dans ma petite moulinette. Hein, donc je ne passerai pas la moulinette. Trop d'idées. Il y a aussi, si vous voulez, donc le conflit linguistique, la dimension linguistique et la dimension religieuse. Alors vous voyez très bien que l'identité, c'est une superposition de critères dont on va faire une unité très vite. Et où, évidemment, le processus de constitution de l'identité en un tout, d'éléments relativement différents et composites, amène à une logique de l'imaginaire extrêmement puissante. Et voilà pourquoi les conflits identitaires sont marqués surtout par une force, par une mobilisation des affects et des passions plus puissantes, puisqu'ils sont agités par des marqueurs différentiels. Hein, c'est l'autre qui m'empêche mon travail, il m'empêche de prier, etc., etc. Et en même temps aussi, cette identité
qui a une dimension imaginaire, mobilise de puissance symbolique extraordinaire. Hein, ce qui fait que lorsqu'un conflit social dérive en conflit identitaire, il aura peut-être une grande force qui viendra du fait qu'il y aura une mobilisation par la référence à ce qui fait notre cause, mais cette référence à la cause symbolique signifie aussi un univers de violence particulière. Les violences sociales ne sont pas des violences identitaires, même s'il y a passage de l'une à l'autre. Dans les luttes nationales, c'est la nation qui compte, c'est la patrie, tout ça avec des majuscules. On peut dire que c'est la même chose pour la classe sociale, c'est la race. Et ici, j'en veux, moi, Michel Foucault, qui en quelques lignes, qui est devenu idolâtré par des gens qui ne le lisent pas toujours, comme il faudrait, c'est-à-dire qui ne le lisent pas, oublie que dans « Il faut sauver la société », le dernier chapitre consiste à dire que la conception de la classe a été pensée sur le modèle de la constitution des races. En France, il y a eu la race des Gallo-Romains, puis il y a eu la race des Francs, et la noblesse descend des Francs, et le petit peuple descend des Gallo-Romains, et ces deux races, qui sont des classes, sont affrontées. Bon, et Foucault nous dit, au fond, le conflit de classe est un conflit racisé qui ne s'avoue pas comme tel. Je pense que c'est une affirmation imprudente, et qu'il faut contester, et qui n'est pas beaucoup remarqué. C'est un texte extraordinaire, en 10 lignes. Exécuter ce problème, c'est quand même ce qui, comment dirais-je, c'est pas comme ça que Foucault travaille, c'est pas le meilleur Foucault, si vous voulez. C'est celui que je discuterai pour ma part. Alors, en tous les cas, si vous voulez, c'est là sur le point sur lequel j'insiste pour terminer, l'identité, c'est un segment de la subjectivité, mais ça n'est pas la totalité. Or, l'identité a la possibilité, par ce jeu extraordinaire de concentration des critères et de surdétermination des critères par un seul, le rôle que joue la religion. La religion, c'est le critère des critères. C'est celui qui a le moins de consistance en définitive, parce que les frontières des religions sont indécises, mais c'est celui qui permet en quelque sorte de redire dans son langage les autres critères, la langue, la classe, non, la race, l'ethnie. Bon, et le fameux retour du religieux se situe, je crois, dans ce cadre-là. Alors, si on veut discuter avec les églises, il faudra leur dire ceci, à mon sens. Quel jeu jouez-vous? Vous jouez le jeu d'être un élément d'un conflit identitaire, ou est-ce que vous acceptez qu'il y ait un conflit social et vous acceptez de jeter vos forces pour que ce conflit social évolue dans un sens favorable à la puissance d'agir de tous? Bien entendu, les églises ne répondent pas parce que c'est de leur non-réponse et de leur ambiguïté que dépend leur force. Bien, alors s'il en est donc ainsi, je vais terminer quand même, parce que je ne vais quand même pas vous assommer tout l'après-midi, pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les conflits sociaux renaissent puissamment. Pas comme on pourrait le souhaiter, mais il n'y aura pas de changement sans ces conflits. Ce ne sont pas des conflits qui veulent la mort de l'autre. Ce sont des conflits qui, indignés, ne vont pas jusqu'à d'eux-mêmes à la haine destructrice de l'autre. Ils peuvent y aller dans des situations d'exception. Les conflits identitaires passent toujours, très vite, par un moment où la situation est tellement intolérable, jugée intolérable, qu'il y a un moment donc un autre type de violence. Ils n'ont pas le même type de violence. C'est pour ça que les discussions sur la violence aujourd'hui auraient tout intérêt à être pluralisées, déterminées et qualifiées, sous peine de faire de la non-violence un concept à majuscule, exactement comme on l'a fait de la violence. Ce sont des notions ambiguës, surdéterminées et équivoques. Il faut savoir de quoi on parle. Alors donc, ici, il en est ainsi. Aujourd'hui, la question qui est posée est la suivante. Est-ce que nous allons vers la conversion des conflits sociaux en conflits identitaires, ou est-ce qu'il y a des forces suffisantes pour que donner à certaines identités qui sont effectivement bafouées, pourquoi ne pas accepter que certaines langues soient parlées? Les religieux, en principe, en France, ont des grandes libertés. Si elles demandent des crédits pour avoir des lieux de prière, je trouve qu'il y a abus. En ce cas, pour moi, pourquoi je suis athée, je ne demanderai pas un temple de l'athéisme aussi, hein, c'est pas plus ridicule. Donc je crois que dans ces conditions, il y a beaucoup d'abus en Europe de la part des revendications de la liberté religieuse qui n'est offensée par personne. D'où le problème de l'islam. Le problème qui nous est donc posé, c'est de savoir si les conflits... Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le conflit social s'est laissé contaminer par le conflit identitaire. Et s'il n'y a pas la possibilité d'opérer la transformation inverse, de faire le chemin, tout en gardant ce qu'il y a de légitime dans un conflit identitaire, pourquoi il y a du légitime? J'ouvre une parenthèse, parce que lorsque les nations se sont formées au XIXe siècle, il y avait peut-être quelque chose de très légitime à ne pas être opprimé par un empire ou par une région dominante qui donc dénie aux autres non seulement leur identité, mais aussi généralement les traiter de manière telle que les conditions existentielles
travail, vie et discours étaient attaquées. Et c'est parce qu'elles étaient attaquées que finalement c'est l'opérateur différentiel et identitaire qui a permis de donner du mouvement à tout ça. Alors je crois qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation où il faudrait que le processus inverse s'effectue sur la base d'une reconnaissance de ce qu'il y a dans les identités de composables. Sur la base de ce qui, dans les différences, il y a donc l'acceptation d'autres différences et non pas la prétention à une différence qui fait un monde à part. Alors, sur cette base d'une reconnaissance, on doit reconnaître, et c'est ça le difficile, la légitimité de ces conflits et leur dérapage et leur contamination. Sur cette base, alors la question est de savoir si notre société va avoir, et à quelles conditions, va avoir la force de laisser aux conflits identitaires leur part de légitimité, mais n'oubliant jamais qu'en définitive, c'est le conflit social existentiel qui est le conflit de base, parce que nous sommes français, nous sommes catholiques, nous sommes athées, nous sommes ce que nous voulons, mais nous sommes aussi fondamentalement donc, des hommes qui vivons, parlons et travaillons. Donc c'est, je crois, dans ce cadre un petit peu schématique qu'il faudrait penser, et je vous dire que maintenant il faudrait le compliquer, mais c'est trop tard pour le faire, et je le complique un peu. Regardez la guerre de 14. Nous avons eu un mouvement où partie donc d'une nation où les conflits sociaux étaient puissants. La social-démocratie, c'était une force extraordinairement puissante, ses syndicats, ses œuvres de culture, ses théoriciens. Mais nous avons vu ces sociétés Allemagne, France et Angleterre où les conflits sociaux avaient donné lieu à des transformations positives dans le droit du travail, même dans des formes d'intervention ouvrière dans les gestions. Nous avons eu une conversion du conflit social en conflit nationalitaire qui n'était pas une lutte pour des nations dont l'identité était menacée. Personne ne menaçait l'Allemagne, rien ne menaçait l'Italie ou la France, mais des nations qui étaient prises dans des stratégies d'appropriation de type impérial et qui se sont disputées non pas pour l'appropriation en commun d'un monde et sa transformation, mais pour le partage, chacun sa part privative de monde. Et là, nous avons vu effectivement ce que donne un conflit social qui se transforme et qui se laisse transformer en conflit identitaire nationaliste avec la catastrophe qui a été la guerre de 14-18. Bon, aujourd'hui, nous sommes dans des situations où beaucoup de conflits peuvent obéir à cette logique, même s'il n'y a pas de conflit entre grandes nations à l'horizon. Il y a des conflits entre régions, il y a des conflits entre religions. On a bien vu comment la Yougoslavie a éclaté. Il y a divers conflits qui sont ambigus. Alors il faudrait donc avoir, après cette logique brutale, aussi, comment dirais-je, au ciseau de type, il faudrait avoir une logique plus fine qui montre comment on passe de l'un à l'autre, comment un conflit social peut être contaminé par un conflit identitaire et comment un conflit identitaire ne peut véritablement se socialiser à la condition que certains de ces éléments porteurs trouvent leur raison et soient, disons, acceptés ou légitimés. C'est un travail complexe. Je crois qu'aujourd'hui, cette grille de lecture que je fais en philosophe de l'être social ne peut pas être faite sans un effort d'appropriation de l'histoire, et ça ne peut être fait surtout sans, je crois, un a priori politique qui est un engagement, si vous voulez, pour que les luttes de classe qui vont être menées se mènent dans la prudence, non pas éliminer, rêver d'une non-violence révolutionnaire à la Gandhi, mais savoir que le continuum qui fait passer de stratégie non violente, pacifique, ce qui avait été examiné même par les communistes, à la violence déclarée, ce continuum, eh bien, il est toujours à analyser dans la conjoncture historique et qu'on ne peut pas, par décret, par philosophie générale, déclarer, choisir pour l'un ou pour l'autre. Ce serait une utopie et ça serait déraisonnable. De ce point de vue, la leçon que donnait Spinoza, je crois qu'une leçon d'analyse fine me paraît justifiée. Je vous remercie. Merci André Tauzel, qui refusera un compliment, mais qui entendra que nous sommes heureux d'avoir écouté cette communication toujours aussi brillante et généreuse, et qui nous laisse généreusement le temps de parler. J'en profiterai, je me demande la parole, je demande aussi qui voudrait poser des questions, qui voudrait voir quelques doigts pour mesurer les attentes immédiates. Très bien. Alors, si vous permettez, je pose une longue question, je profite de la générosité d'André Tauzel, ou plutôt j'en pose trois et je vous donne la parole à tous les deux. Il faut profiter de sa place un petit peu. Donc tu terminais chez André en parlant de la guerre de 14, et je conseille la lecture à tous des conséquences économiques de la paix, publiées en français dans la collection Tel Gallimard de Keynes, qui à l'époque est surtout un jeune et brillant haut fonctionnaire, pas encore un immense économiste.
Et il décrit ce climat invraisemblable de revanche et de pression exercée sur l'Allemagne vaincue, notamment par les Français, mais également par Lloyd George, par les Britanniques, par Clemenceau et par les Britanniques. L'Allemagne aurait dû payer des réparations jusqu'en 1962 et elle n'a évidemment été insolvable. Une jeunesse populaire, des couches populaires, et ce nom de code, il faut bien le reconnaître, à mon avis, c'est l'islam. On parlait il y a 2 ou 3 ans dans les cénacles syndicalo, enseignants, etc., de laïcité de façon un peu frénétique, et certains disaient attention, vous êtes en train d'être sur le terrain des autres. Aujourd'hui, c'est Madame la fille du tortionnaire qui a eu 20% des voix dans ce pays, qui parle de laïcité, et tout ça est au centre du débat politique, et tout le monde s'accorde à dire qu'elle pose de vrais problèmes, parce que tout de même, soigner une dame avec une burqa, une ceinture de chasteté qui refuse 3 médecins mâles successivement, c'est vrai que c'est un problème central dans la France d'aujourd'hui. Mais on ne parle que de ça. Donc, sur le fond, j'espère qu'on est d'accord, sans polémique, évidemment, il y a tout de même une religion qui représente autre chose que des croyances d'un certain type, et qui représente des couches populaires vaguement identifiées à travers les attaques qu'on lui porte, ce qui ne justifie pas tout, évidemment. Deuxièmement, c'est une question, malgré mon bavardage, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a non seulement instrumentalisation, mais prolifération de pseudo-identités qui sont façonnées tous les jours par l'idéologie du temps, par les médias? Tu ne passes pas le sexe, dis-tu, à la moulinette, mais à ta liste, la langue, l'ethnie, etc., on doit pouvoir ajouter, vu ce que j'écoute, les fumeurs et les non-fumeurs, les bio et les pas bio, ceux qui disent c'est mon choix et ceux qui disent c'est pas mon choix, à tout bout de champ. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose comme, même si le mot n'existe pas, une suscitation effrénée de différences qui correspondent à l'adage bien connu, diviser pour régner. Et puis, troisièmement, pour jouer à l'historien, pour ajouter 3 références que tu connais, évidemment, mais que tu n'as pas citées dans ta riche introduction, tu as parlé de la colère théologique, évidemment, il y a Lactance, le Deira Dei, qui serait une des choses à mentionner dans ce chapitre. Tu as parlé de la colère comme indignation, et je crois que c'est évidemment celle qui a rapport au progrès, à la révolution, à la colère d'en bas et à la colère qui, en général, nous attire plus, nous. Marx dit que la passion de la critique, c'est l'indignation, d'ailleurs, textuellement, dans la contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel. C'est la colère des ouvriers qui brisent les machines et dont parle déjà Ricardo, qui, quoi qu'agent de change et économiste bourgeois, reconnaît que tout de même les ouvriers n'ont pas si tort de croire que les machines, ça crée du chômage plutôt que du bonheur, dans leur classe en tout cas, à eux. Dans l'Antiquité, tu cherchais, ou tu feignais de chercher des exemples, je crois qu'il y a cette colère revendicative, alors très genrée, comme on dit aujourd'hui dans le Nouveau Sabir. C'est chez Aristophane, dans les Lysistrata, dans l'Assemblée des femmes, les femmes qui inventent d'ailleurs dans l'un des 2 cas la grève de la satisfaction conjugale, de l'union charnelle, pour obtenir qu'une revendication soit satisfaite. Ce genre de choses a été lancé, je crois, au Brésil ou en Afrique, dans des conflits très très récents, pour que la société se calme. Les femmes prennent en main une revendication en donnant ça comme argument très fort. Nous nous refusons tant que tel problème n'est pas réglé. Il y a ce qu'on appelle la haine de classe, terme très sulfureux, qui peut engendrer tout ce qu'on veut comme dérive et autres grabuges, mais la BICA tenait beaucoup à ce que cette idée soit restaurée, ou du moins ne soit pas totalement abandonnée. On parlait dans le mouvement ouvrier de haine de classe de façon très courante. Dernier temps, c'est promis de ma 3e question, remarque. Est-ce que tu ne crois pas que la colère folie, même si bien sûr c'est toujours désagréable et ça déconsidère toujours quelqu'un lorsqu'il perd les pédales, voire l'effet médiatique désastreux pour lui de Kadhafi dans ce discours, le premier discours de cet homme indigné qui liait chez lui
de la guerre civile et de la rébellion. Enfin, vous voyez une sorte de folie, bien sûr, dans cette colère. Et ça a été abondamment utilisé par les médias occidentaux, bien sûr. Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a nécessairement, ou plus volontiers, de quelque chose comme un préjugé aristocratique dans la colère comme folie? Tu parlais de l'Iliade, je pense à la colère d'Ajax, qui est fou de colère parce qu'il n'a pas obtenu les armes d'Achille, dont tu parlais, ce qui fait qu'il massacre des bœufs parce qu'un dieu le perturbe au point qu'il massacre le troupeau. Il se trouve à sa portée alors qu'il croit massacrer des guerriers grecs qui l'ont humilié, de son point de vue. Je pense à la colère de Coriolan, c'est mon dernier mot. J'ai attendu d'avoir 40 ans pour comprendre que ce n'était pas un héros positif, c'est te dire, mais enfin il paraît que ce n'est pas positif. C'est un brillant général romain, il doit faire campagne pour avoir les suffrages de la foule ne le reçoit pas assez bien, il ne dit pas tout de suite qu'il est vraiment le meilleur de loin et que ça ne se discute pas. Alors il est tellement fâché qu'il passe chez les autres, chez les Volsques, qu'il a combattu, et il inflige quelques défaites aux Romains. Donc, avant enfin de laisser parler les autres, islam, est-ce que ce n'est pas un nom de code? Deuxièmement, instrumentalisation de différences parfois totalement artificielles, est-ce que tu ne crois pas que? C'est vrai. Et troisièmement, est-ce que le colère, folie n'est pas dans la parenté de quelque chose comme un préjugé aristocratique le plus souvent? J'ai tellement parlé que tu vas peut-être me répondre, et j'ai bien vu nos deux amis qui attendent patiemment. Je vais répondre d'abord à ces trois questions. Sur la première question, sur les religions et sur l'islam, bon, j'avais prévu d'en parler, je ne l'ai pas fait pour laisser la place à la discussion. Je crois qu'aujourd'hui, c'est effectivement par le biais de l'islam, de la présence sur notre territoire et ailleurs, de communautés dont il ne faut pas oublier que certaines sont aussi constituées en France de Français et non pas donc d'émigrés ou d'exilés. En ce qui concerne donc l'islam, c'est une religion importante, au moins par le nombre et en expansion. Bon, je crois qu'il faut aussi utiliser une analyse qui différencie. Je crois qu'en ce qui concerne la première question que je dirais, il n'y a aucune raison sur le plan philosophique qu'on ne pose pas la question théologico-politique de ce qu'est l'islam. Bon, on dit beaucoup que l'islam n'a pas fait sa réforme, qu'elle n'a pas produit ce travail interne de dissociation du théologique et du politique. Je crois que c'est un vrai problème, et je pense que si cette question, nous pouvons la poser nous autres qui ne sont pas des musulmans, et je pense que les philosophes musulmans sont tenus aujourd'hui de nous dire où ils en sont dans la considération du théologico-politique musulman, que nous n'avons aucune raison d'épargner si nous sommes laïcs, et qui est aussi facteur de superstition, d'ignorance, de soumission, et qui traite le politique d'une manière qui ne peut pas être véritablement acceptée. Bon, alors dans ces conditions, je pense qu'on ne peut pas éviter cela. Mais il ne faut pas, à partir de cette légitime critique théologico-politique de la base d'une religion, de tout confondre. Bon, d'abord, l'islam, c'est une réalité multiforme qui couvre plusieurs continents. La population la plus importante, elle n'est pas dans l'Afrique du Nord, elle est en Indonésie. Deuxièmement, que l'islam lui-même est un mouvement divisé et qui a toujours été divisé comme toutes les religions. Quatrièmement, que pour comprendre ce qui se passe avec l'islam, il faut comprendre, je crois, des raisons de leur difficulté à intégrer le monde formé par l'univers capitaliste, et qui fait qu'ils sont rentrés un peu à reculons dans la modernité. Capitaliste, c'est qu'ils ont la nostalgie d'une période passée de grandeur, et qu'ils ont trop tendance à voir dans l'Occident le seul responsable de leur malheur ou de leur infériorisation. Ceci dit, ça ne justifie pas pour autant, de leur part, le recours à la croisade comme moyen de légitimer ce qu'il peut y avoir de fondé dans des situations où la majorité des populations sont effectivement dans un état qui n'a rien de comparable au nôtre. Ça ne les dispense pas non plus de faire leur propre critique interne et de se poser la question quelle forme prend le système de domination économique et politique qui voit des, comment dirais-je, des classes sociales dirigeantes comme bras d'or, pillées hontément, corrompues comme le sont de plus en plus ces classes dirigeantes, mais qui le sont particulièrement et qui réussissent à obtenir le consensus de leur peuple par des moyens
différents. Ceci dit, quand on a dit tout cela et qui est un problème, il ne faut pas oublier non plus, pour expliquer la situation actuelle, que l'Occident, je n'aime pas non plus ce mot, qu'est-ce que c'est que l'Occident? Donc, c'est une discussion importante. Bon, on pourrait répondre de manière, c'est le libre marché, c'est les... Ne rentrons pas dans cette discussion qui mériterait un sujet tout seul. Ce que je veux dire, c'est que les efforts qu'ont fait les sociétés musulmanes, islamiques, Moyen-Orient, pour se réformer de l'intérieur, lorsqu'elles ont eu un moment nationaliste relativement positif, je pense à Nasser, qui demande quand même que les ressources pétrolières égyptiennes, que les ressources égyptiennes soient égyptiennes, que le canal de Suez soit national, et qui prend la tête d'un mouvement pour la dignité nationale. On a tout fait, français et anglais, pour que Nasser soit en quelque sorte détruit, et on a tout fait pour s'appuyer sur les islamistes qui le critiquaient parce qu'il n'acceptait pas la laïcité, l'élément de laïcité qu'introduisait Nasser. Bon, même chose en Iran, où Mossadegh, c'est vieux, tout ça, Mossadegh qui avait nationalisé le pétrole iranien a été mis à bas alors que c'était un libéral social et laïque, et qu'il a finalement, c'est l'Occident lui-même qui a livré, par désespoir et par hégémonie, qui a livré ces pays à la solution islamiste, et que là, il faudrait un changement de politique. Je n'en vois pas la moindre trace aujourd'hui chez nous. Bon, dernière remarque que je veux faire, je crois que le choix des moyens que les mouvements, disons, les plus radicaux de l'islamisme théologico-politique prend, qui sont le terrorisme ou la violence excessive, sont de très mauvais moyens. Moi, je les condamne, je pense qu'ils sont contre-productifs, et que s'ils permettent d'engager une guerre, ceux qui l'ont déclenché seront vaincus, et que le peuple le seront aussi. Bon, à partir de tout cela, je crois qu'effectivement, les populations qui pratiquent le culte musulman ont droit donc à le pratiquer dans la liberté, mais elles ont quand même, moi je ne suis pas, je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'avais eu quelqu'un, une jeune fille avec la burqa, ça m'aurait posé vraiment un grand problème. Le voile, ça ne m'aurait pas posé vraiment de problème. Je crois qu'il faut trouver les points où il y a vraiment des difficultés. Ce que je ne peux pas accepter, alors vraiment pas, là je crois que la laïcité ne s'y permet pas, c'est qu'il y aurait une école, on l'a déjà accepté, vous comprenez, la laïcité à la française a quand même reposé sur un grand compromis qui a donné, il fallait composer avec l'Église catholique qui en 1905 était une puissance. Donc elle n'a pas été sanguinaire contre l'Église catholique, on a même gardé le concordat d'Alsace-et-Lorraine et Lorraine. Mais l'idée que le service public d'éducation va être en quelque sorte confessionnalisé, mais pas forcément confessionnalisé, privatisé à tout va, la confessionnalisation c'est une forme de privatisation comme une autre. Et finalement, les religions aujourd'hui jouent de manière ambiguë, parce qu'à la fois elles demandent à avoir un poids public, et en même temps elles acceptent très bien une logique de privatisation qui les assire certaines religions. Je ne vois pas pourquoi non plus il y aurait des hôpitaux pour musulmans, des hôpitaux pour juifs, des hôpitaux pour chrétiens et des hôpitaux pour athées. Ça deviendrait absolument absurde. Quant au statut, donc, c'est souvent un argument que ceux qui défendent la laïcité de manière plus intransigeante font sur les mœurs. Je crois qu'il faut se poser la question de manière politique. Il y a effectivement un problème du statut de la femme qui se pose, mais je crois qu'il faut tout faire pour que ce soit les femmes musulmanes elles-mêmes qui prennent leur combat en main, les aider, et par conséquent, l'école publique, leur présence à l'école publique, sauf le cas extrême de la burqa, où faire cours devant des gens voilés, c'est quand même pour moi un problème. Enfin, à la limite, on pourrait trouver je ne dis pas une contestation, enfin, c'est quand même un problème. C'est un problème public. Je crois que dans ces conditions, on peut quand même obtenir de la part de l'islam de participer à un débat public, un vrai débat public, de construire avec la réalité multiculturelle, parce qu'elle est irréversible. Hein, le monde ça ne changera pas, les flux de population ne s'inverseront pas, il y aura des stages, mais c'est comme ça. Il faudrait construire un vrai débat, un véritable espace public où les différences puissent s'exposer, se discuter. Évidemment, alors là, chacun serait obligé d'aller jusqu'au bout de lui-même. Il y a ceux qui diront, nous, on ne débat pas, on a la vérité, si on a la vérité, vous pouvez dire ce que vous voulez, on fera comment on veut, et on ira jusqu'au bout. Alors là, effectivement, ça posera un autre problème. Mais il faut au moins expérimenter la constitution d'un espace public véritable, pas de la parlotte simplement, mais véritablement donc de questions de problème, voir jusqu'où ceux qui veulent affirmer leur différence vont aller jusqu'à prendre la responsabilité de briser le lien public. Je donnerai un exemple qui prouve que dans l'islam, il y a, dans ce qui représente l'islam aujourd'hui,
Il est très divisé, il n'y a pas seulement l'Église catholique, hein, il y a plusieurs interlocuteurs, c'est difficile sur le terrain. Je prends un exemple. Lorsqu'il y a eu l'affaire des caricatures de Mahomet, vous vous en souvenez, les responsables communautés islamiques ont porté plainte pour un sacrilège, mais pour injure faite à leur dignité. Mais je crois que, comment dire, ils ont manifesté là, comment dirais-je, une conception limitée, pas provocatrice, mais enfin qui, au fond, voulait tout de suite une confrontation qui ne pouvait qu'aboutir à un jugement, alors qu'ils auraient pu choisir une autre voie en disant, et nous voulons discuter avec vous, voilà nos raisons, et ils n'ont pas accepté, c'est ça qui me fait problème, ils n'ont pas accepté la discussion raisonnable avec les autres. Et c'est là où ils ont fait, à mon avis, une faute. Qu'est-ce qui serait sorti de la discussion? Je trouve qu'elle aurait transformé les uns et les autres. Une véritable discussion, c'est celle qui transforme les participants, c'est le devenir différent de l'un et de l'autre. Ce n'est pas la confrontation du point de vue opposé. Moi, je ne pense pas qu'actuellement, il y ait un conflit islamiste. Il y a aussi cette idée du complot qu'on retrouve. Un complot islamiste mondial pour que le monde soit une Oumma, une assemblée de croyants. Mais la réalité de l'islam est telle dans sa division, sa pluralité et ses contradictions que ça n'est pas à l'ordre du jour et que, d'autre part, nous avons les moyens, je crois, d'éviter ce piège. Et je terminerai sur ce point. Aujourd'hui, la question de la différence de civilisation, j'avais prévu quelque chose, mais enfin, je ne peux pas parler de tout dans les conflits identitaires, c'est la forme que peut prendre le conflit des nations, des nationalités, tel qu'il a été, comment dirais-je, il a démarqué d'indignité et d'infamie la civilisation occidentale, si on garde le mot. La guerre de 14, c'est quand même une des pires choses que l'Occident ait connues. Hein. Bon, aujourd'hui, si nous allons, selon les voies que certains sociologues ou diplomates, ou théoriciens des relations internationales américains comme Huntington le voient, jusqu'au conflit des civilisations, qu'espérer du conflit des civilisations si ce n'est qu'un degré de barbarie? Je crois que c'est un danger extrême. Je ne pense pas qu'on y soit encore. Mais quelles sont les forces qui le veulent? Et là, il faut bien, de la part de l'Occident, s'engager dans une logique de coopération, de partage, et au lieu de tout faire, comme c'est fait actuellement, pour, en quelque sorte, créer autant des islamistes par dépit. Bon, là, ça, je crois que de ce point de vue, il y a encore beaucoup à faire. Bon, voilà ma réponse un peu longue sur l'islam, mais je pense que... voilà, ma réponse est articulée, mais je ne peux pas être autrement. Alors, sur le livre, tu as bien fait sur Keynes, effectivement, c'est un livre important. Sur, je vais être rapide, sur effectivement la machine à fabriquer des identités aujourd'hui, je crois qu'effectivement c'est bien vu. Je crois qu'on parle beaucoup plus des problèmes identitaires, on valorise beaucoup plus le fait qu'il y a eu ceci ou cela dans telle banlieue, alors que les grands mouvements qui animent la France depuis quelques années sont traités de manière inégale par les médias, puisqu'on est arrivé maintenant à dire que c'est le taux de participation de gens de population rassemblée dans les rues et qui importe. C'est quand même un mode de gestion absolument extraordinaire. Hein, s'il n'y a pas 45 millions de Français dans la rue, on ne fera rien. Bon, ce qui prouve qu'aujourd'hui, notre démocratie légale a vraiment besoin de se dynamiser d'une forme de démocratie populaire et participative, parce que le seul argument, si on a été élu, on fait ce qu'on veut jusqu'à la prochaine élection, rien ne pourra changer. On rentre dans un conflit social qui impliquera certainement des formes différentes en raison du talon de la force qu'a ce système de tout encaisser, de tout différer, et en différant les problèmes, de les rendre de plus en plus difficiles et insolubles. Merci beaucoup. Moi, je me demandais effectivement s'il y avait un critère qu'il ne fallait pas éluder, c'était le critère de coût pour le capital, entre les deux formes de conflit que vous avez décrits, à savoir le conflit social qui manifestement coûte au capital et le conflit identitaire qui manifestement ne lui coûte pas grand-chose et au contraire peut lui rapporter des nouveaux marchés, puisque si vous faites une partition bio, non bio, ou vieux, jeune, etc., vous donnez également la possibilité de l'ouverture de nouveaux marchés, etc. Je me demande dans quelle mesure, si vous voulez, si l'orientation d'un individu vers du conflit social vers le conflit identitaire ne peut pas être finalement manipulé, si vous voulez, et que si j'étais capitaliste, donc j'aurais tout intérêt à ce qu'il y ait plus de conflits
identitaires, on va dire, que de conflits sociaux, quoi. Donc, est-ce qu'on ne peut pas dire effectivement que c'est pas tellement, enfin, c'est aussi sans doute la liberté de chacun, mais c'est aussi une manière, si vous voulez, dont les politiques, et il y en a de multiples exemples à travers le siècle, ont orienté des formes de conflit social vers des formes de conflit identitaire. Hein. Donc, on peut penser aux années Mitterrand, par exemple. Voilà. Merci. C'est à monsieur. Ce que je voulais dire concernait également l'identité. Finalement, cette identité, on a l'impression que c'est une volonté délibérée d'immobiliser, d'amidonner une situation sociale existant lors de la naissance de quelqu'un à un moment donné. Et on oublie la dialectique, le mouvement. Cette identité, finalement, ça n'existe pas. Tout évolue, y compris l'identité. Voilà, c'est tout simplement. Merci. Si on ne réagit pas face à une attaque, l'organisme, finalement, la personne se retourne contre elle-même. Et sont les passions tristes que sont regret, rebord, repentir pour une part, et risque de mourir d'ulcère. L'ulcère, c'est une sorte de morsure de l'organisme qui est contre lui-même. Donc, d'un point de vue de l'équilibre personnel également, peut-être paradoxalement, cette courte folie qui est la colère. Une deuxième remarque, alors la colère apparaît aussi dans, bien sûr, dans, vous avez dit, l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, les marchands du temple, ce qui est bien mis en relief chez ce cinéaste marxiste qui est Pasolini. Et puis, troisième chose, Stéphane Hessel, on peut se réjouir du succès de ce livre, mais alors, une petite modification à introduire dans le texte, qui serait dans le titre même, qui serait non pas « indignez-vous », mais « indignons-nous ». C'est d'occulter justement les conflits sociaux, c'est ça. Et je prendrai deux exemples. On parle beaucoup, par exemple, de ce qui s'est passé en Irlande du Nord, et on présentait ça comme un affrontement entre catholiques et protestants. Qu'est-ce qu'il y avait fondamentalement derrière? Une situation coloniale ou néocoloniale, qui a souvent été occultée. Le Liban, le Liban aussi, on parle chrétiens, maronites, druzes, arabes, etc. Fondamentalement, au Liban, il y a des rapports sociaux. Et l'avantage, je crois, pour le capital, fondamentalement, souvent, c'est effectivement, en mettant en avant ces conflits identitaires, c'est de dissimuler ces conflits sociaux, c'est de les occulter, de les évacuer, et finalement, ce que craint, ce que redoute le plus le capital, c'est précisément les luttes de classe. Et je crois que ça, c'est important, parce que derrière tout ça, alors, est-ce que c'est forcément des stratégies délibérées? Est-ce que, quelque part, c'est la subjectivité? Il n'empêche que ça occulte les conflits de classe, les luttes sociales. Et ça, je crois que ça me paraît extrêmement important à souligner. Je vous remercie. Si tu veux te tiens. Oui. En ce qui concerne la question qui vient d'être posée sur la stratégie supposée du capital, je crois qu'il ne faudrait pas développer une théorie trop simple de la manipulation, du choix, comme si le capital était un seul cerveau. Il est bien évident que les luttes sociales le menacent plus directement dans la stratégie d'accumulation et dans les contraintes auxquelles il est soumis, de conquérir des marchés, de tirer le plus possible de la force de travail, de l'immobiliser ou de la liquider, et de lui donner le minimum pour éviter la fracture. Donc je crois qu'effectivement, ça c'est la vérité. La question qui est posée, c'est pourquoi ces conflits identitaires sont si facilement appelés à, en quelque sorte, utiliser, se nourrir des différences de traitement qui se jouent au niveau du social, travail, vie et parole, et en quelque sorte, en subordonnant ces éléments à une identification imaginaire et symbolique, à une catégorie sociale, à une appartenance, comme si en quelque sorte cet élément imaginaire et symbolique concentré le tout de la difficulté était plus important. Ça a été le cas du nationalisme, national-socialisme. Comment se fait-il que le socialisme s'est nationalisé au point de devenir national-socialiste? Ce n'était pas le socialisme, bien évidemment, mais c'est là, je crois, où il faudrait des analyses qui montrent comment le mécontentement, la désaffiliation, la désappartenance à l'humain ne peut en quelque sorte qu'obliger à se refilialiser à des communautés qui sont des communautés d'appartenance et de filiation.
ça oblige à des analyses extrêmement fines, parce que si les gens ne voient pas spontanément, les gens, j'aime pas ce mot, mais enfin, ceux qui s'engagent dans ces conflits, ne sont pas capables, ne voient pas, ne peuvent pas, ne veulent pas donner la priorité au conflit social et pensent que tout se joue. Leur diront, c'est parce que nous sommes de couleur, que nous sommes moins bien payés, que nous avons affaire de nous au refus, on est moins bien traité comme humain, comme travaillant et comme parlant. Donc c'est finalement au caractère d'appartenance qui va accorder la causalité des différences et des inégalités constatées sur notre terrain. Or, le discours rationaliste ou rationnel que nous tenons, que j'ai tenu, que vous tenez, qu'on tient tous ici, ne suffit pas pour prendre la mesure donc, de la puissance mobilisatrice de cet imaginaire différentiel et surtout donc, ne rend pas compte des extrémités de violence auxquelles, lorsque une société ne reconnaît pas certains éléments comme siens, ceux-là, ne pouvant s'identifier qu'avec leurs propres appartenances, s'engagent dans une violence, comment dirais-je, qui ne peut plus se régler, une violence qui les immunise de toute discussion, qui devient une extrême violence. Alors le vrai problème qui nous est posé, c'est d'éviter le passage à l'extrême violence, une violence immunitaire. Je crois qu'il y a des gens qui ont travaillé là-dessus depuis des années. Ogilvy avait fait un très bel article, Bertrand Ogilvy, sur ces problèmes. Alors, en s'inspirant de Hegel, il disait comment, Hegel avait dit, le monde moderne, c'était génial ça, le monde moderne est fondé sur la division rationnelle en classes, il faut que chacun ait sa part, c'était une forme d'état social que voulait Hegel et pas du tout l'état prussien, ça, nous le savons enfin, il a fallu du temps, mais il se trouve que le mécanisme économique est tel, le système des besoins est tel, qu'il restera quelque chose d'indialectisable, il va rester un reste, le reste de la plèbe qui est privée de feu, de lieu, et qui par conséquent va être prise dans la délinquance, qui n'étant pas reconnue par la société, qui voit en elle la figuration du mal et de la violence, ne reconnaît pas la société qui ne la reconnaît pas, et de cette non-reconnaissance réciproque naît la fureur et la violence immunitaire. Je n'ai plus que ça. Et là, effectivement, ce sont ces mécanismes qu'il faudrait véritablement étudier finement et surtout enclencher, trouver des pratiques, les formes d'action qui permettent d'opérer cette reconversion. Mais on ne peut pas, supposer que le discours rationnel sur le capital qui manipule la volonté suffira. Sinon, il y a un élément de mobilisation imaginaire et symbolique dans lequel il faut être capable de pénétrer. Et c'est pour ça que je vais faire petit détour par Spinoza, parce que lui, il avait compris ça. Il avait compris, il dit très bien que si on a vu l'individu d'une telle grâce, classe, faire du mal à quelqu'un que nous aimons, alors nous prendrons en haine la totalité de cette classe sociale, de ce groupe, et nous le haïrons. Donc, là, je crois que je n'ai pas de réponse, mais sinon aussi, il y a des phénomènes extrêmement paradoxaux sur lesquels, qui prouvent que la force du symbolique et de l'imaginaire se couple à celle donc, de ce que j'ai appelé le socle fondamental, parole, travail et langage, pour employer la distinction classique. Il y a, si vous voulez, le paradoxe dans nos sociétés. Ce sont les Blancs qui sont majoritaires, ce sont nous les Occidentaux, les Français de souche qui sont majoritaires. Et effectivement, le paradoxe sur lequel un ethnologue indien a attiré notre attention, c'est un livre remarquable, un petit livre de Appadurai, il s'appelle Appadurai, Géographie de la colère. Ben, je vous le conseillerais, ce bouquin, vous le trouvez chez Payot, c'est formidable. La Géographie de la colère, c'est un livre qui montre comment aujourd'hui le paradoxe des conflits identitaires, c'est qu'ils sont souvent menés par des majorités contre des minorités. C'est les majorités qui ont peur des minorités. Et nous avons là une extraordinaire inversion du principe de démocratie libérale. Sur le plan politique, une démocratie, c'est effectivement un système qui, par le jeu normal des institutions et des élections, reconnaît la victoire de la majorité, mais donne à la minorité le respect qui lui vaut. Il y a un principe de respect des minorités politiques. Elles ont droit à la parole, droit d'association, droit de manifestation. Or, dans la vie sociale, aujourd'hui, dans l'imaginaire social, les majorités ne reconnaissent pas ce droit des minorités, ont peur des minorités. Pourquoi ont-elles peur des minorités? Alors vous avez ce phénomène qui est un phénomène qui peut se réaliser, où des majorités prennent peur des minorités. Je vais essayer de dire pourquoi elles ont peur des minorités. Et peuvent devenir, comme le dit Appadurai, des majorités prédatrices.
c'est-à-dire qui mènent une guerre contre les minorités dont elles ont peur. Alors, pourquoi ont-elles peur des minorités? Et pourquoi ça peut toucher les parties les moins puissantes des majorités, socialement les moins puissantes des majorités? Bien parce que, non pas simplement parce qu'il y a concurrence sur le marché du travail, c'est une base et ça existe, mais parce que celui qui vient d'ailleurs, et en quelque sorte, il présente une possibilité, il réalise en lui-même, par le courage qu'il a eu, de franchir la Méditerranée à ses risques et départs, ou de faire ses longs voyages, où généralement il est volé par les passeurs. Il ne faut pas idéaliser tous ces gens-là. Les passions tristes, elles jouent là dans leur utilisation, leur instrumentalisation réciproque. Celui-là, il représente la possibilité pour chacun, l'image dont il a peur, d'être en quelque sorte un colonisé de l'intérieur. Alors je crois qu'aujourd'hui, la mondialisation produit des phénomènes de colonisation de l'intérieur et un imaginaire de la peur d'être un colonisé de l'intérieur. Voilà pourquoi il peut y avoir ce mouvement de rejet à celui qui est proche et qui n'est pas simplement l'autre qui est loin de nous. C'est ça le paradoxe de ces situations. Et c'est pour ça qu'il faut des analyses fines, à mon sens. L'autre, ce n'est pas celui qui vient là avec une autre religion, une autre langue, etc., parce qu'il est très loin, très distant. Il nous fait peur parce qu'il est trop près. Il ne nous fait pas peur parce qu'il représente l'autre des lointains. Il nous fait peur parce qu'il représente l'autre qui est notre prochain. Et nous avons ici une curieuse manifestation de l'amour du prochain dans les sociétés dites chrétiennes, c'est que le prochain fait peur. Or, là, vous avez le système de la majorité prédatrice qui se met en place, on le voit déjà, qui explique bien des choses, la peur dont est d'être déqualifié, la peur de ce trop proche qui, en quelque sorte, nous renvoie à une image, à certains, en miroir inversé, pas à ceux qui sont les élites ou les castes, c'est plus des castes que des élites qui sont au pouvoir, leur renvoie l'image d'un destin négatif possible. Alors, au lieu de voir en lui quelqu'un dont la différence peut être compatible avec la nôtre, avec qui on peut s'entendre, partager le même pain, je vous rappelle que le mot de compagnon, ça signifie ceux qui partagent le même pain, ça veut dire le compagnon d'eux. Eh bien, au contraire, cela nous font peur. Ça, c'est des choses que l'on ne trouve que dans le conflit identitaire. Le conflit social ne véhicule pas, l'adversaire est plus clair. Or, je crois qu'effectivement, là, il faudrait beaucoup réfléchir. Deux mots, enfin, pour terminer. Je n'ai pas éliminé la haine de classe. Pas du tout. Il peut y avoir des situations d'exploitation telles que l'on peut prendre en détestation et haïr le système social et économique. Bon, au XIXe siècle, il n'y avait aucune raison pour que la haine de classe n'existe point quand on connaît la condition ouvrière. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison pour qu'elle n'existe pas non plus, là où elle peut exister, lorsqu'on voit comment tout ce qui était l'état social de droit français s'en va pièce par pièce et réduit les gens à ce qu'ils deviennent. Le système tenant que parce qu'il y a encore une classe moyenne qui, par la consommation, est tenue au système. Et je laisse de côté la question de la consommation. Bon, or, je crois qu'effectivement, la haine de classe existe. Mais la haine de classe, elle veut la fin d'un système. Elle veut la fin d'un système. Elle veut une transformation du système. Elle garde quelque chose, bien entendu, que ce n'est pas la personne du patron, sauf s'il est particulièrement au de l'entrepreneur, d'ailleurs, qui rencontre-t-on aujourd'hui sur le terrain. On rencontre l'anonymat, on ne rencontre pas M. Citroën comme on le rencontrait jadis, ou M. Renault, on rencontre des staffs, des managements, des managers. La haine de classe, aujourd'hui, c'est la haine du système, elle est abstraite, elle ne veut pas la morphe physique du directeur ou de X ou de Y, elle veut la transformation. Donc c'est une haine qui, parce qu'elle est abstraite et parce qu'elle est dépersonnalisée, peut éviter de passer, disons, à l'identification à l'image de l'autre, et au rapport spéculaire à l'image de l'autre, qui implique alors véritablement qu'on veuille la peau de l'autre qui nous menace. Donc la haine de classe est bien. Et d'autre part aussi, dans des situations comme celle de la guerre, dans des guerres, là, on passe de l'un à l'autre. Donc vous voyez pourquoi que je n'ai pas fait au fond ce que je devais faire, j'aurais dû étudier des situations mixtes, de celles que je viens d'évoquer maintenant, avec ces phénomènes très complexes, les majorités prédatrices, le statut particulier de la haine de classe, son caractère abstrait et dépersonnalisé, mais ça n'empêche pas. Qu'est-ce que font les ouvriers? Ils occupent une usine, ils peuvent séquestrer un patron et quelquefois ils lui apportent même un croissant le matin, quand il est séquestré. Enfin, c'est très rare aujourd'hui de voir des gens exercer des violences directes, alors qu'en subissent dans la vie quotidienne des normes. Ils ne veulent pas ça, non, ils veulent une autre manière de vivre, de travailler et de s'exprimer. Tandis que dans un conflit identitaire, l'ennemi est beaucoup plus facilement identifié, c'est l'autre indirect en personne qui me menace, et c'est là où l'imaginaire, l'image de l'autre joue véritablement, et sous cette image de l'autre, il y a la référence
à ce à quoi nous nous identifions, qui est l'autre de l'autre. Cet autre qui est trop proche, c'est notre race, notre religion, nous-mêmes contre eux. Alors vous voyez que je crois que nous sommes là sur un point où il faudrait, si l'on veut faire un peu de philosophie politique et sociale qui soit à la hauteur du temps, égaliser penser, c'est comprendre son temps par la pensée. Vous savez, c'est plus que difficile. Là, nous avons besoin de nous informer. La philosophie a besoin de se nourrir de tous ces savoirs et puis essayer de les approprier en maintenant, quoi donc, eh bien, l'exigence de cet universel qui peut surtout être formulé de manière négative. On ne veut pas un certain nombre de choses. On ne veut pas être privé de travail, on ne veut pas vivre mal, on ne veut pas être privé de parole. Et c'est à cette seule condition que si cet universel devient un universel négatif de ce qui le nie et polémique, un universel polémique, qui ne sera pas impérial, qui ne sera pas dominateur, et on ne pourra pas l'accuser, au fond, de rouler, on ne sait pas trop pour qui. Donc on rentre dans des problèmes où, vous voyez, sont concernés à la fois les analyses et détaillées, l'histoire et les catégories philosophiques les plus fondamentales. Les banques, la banque. Comment voulez-vous que... Là, c'est un système... Enfin, là, vous voyez très bien dans quel monde nous vivons. Nous vivons dans un monde où c'est l'État qui rend fou les banques, qui ne rendent compte de personne sur les choix qu'elles ont pu faire. On a dit que c'est une nationalisation des banques. Pas du tout, c'est une bancarisation de l'État.